C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre votre magazine Agenda Médical. En gynécologie, un myome utérin, appelé parfois fibrome utérin, qui est justement une tumeur bénigne qui se développe dans la paroi musculaire de l'utérus. Ces tumeurs sont très fréquentes, voilà pourquoi nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le docteur Valérie Tchaba, avec qui nous allons nous entretenir pour parler de ces sujets en long et en large. Bienvenue, docteur Valérie. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien. Oui, comme l'indique la thématique, le myome utérin, comprendre, diagnostiquer et accompagner. Pour vous, docteur Valérie, vous êtes corps médical, vous êtes médecin généraliste. C'est quoi exactement un myome ou les myomes? Parce que parfois, c'est un, parfois c'est plusieurs. C'est quoi exactement? Ok, merci déjà de m'avoir invité. C'est un réel plaisir de me retrouver ici. Le myome utérin, comme vous l'avez dit, encore appelé fibrome utérin ou encore léomyome, oui. C'est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'utérus, mais particulièrement dans sa partie moyenne appelée le myomètre. Ok. Et quelle est la différence entre tumeur bénigne, parce qu'il y a aussi une tumeur maligne? Ah oui, ça c'est important de savoir ça. En fait, dans le corps humain, dans les organes sont faits d'un assemblage des tissus qui, eux, proviennent des cellules. Et chaque organe, dans son fonctionnement, renouvelle ses cellules habituellement. Et ces renouvellements se fait avec un processus qui est structuré et bien organisé. Mais dans certaines catégories, il y a soit suite à un agent externe à l'organe ou interne, ce renouvellement-là se fait avec certaines anomalies. C'est-à-dire les cellules qui sont produites ne sont plus produites normalement. Et c'est dans le cas où les cellules sont produites anormalement qu'on parle d'une tumeur. Donc la tumeur, ce n'est rien d'autre qu'une production, une multiplication anormale des cellules dans un organe. Et les tumeurs dites bénignes sont cette anomalie-là, mais qui sont plutôt structurées, qui sont plutôt restreintes. Donc ils se limitent au niveau de l'organe, ils ne vont pas dans d'autres organes et ils n'affectent pas tout l'organisme. Alors que dans les tumeurs malignes, cette anomalie va jusqu'à envahir les organes voisins. Et c'est là qu'on parle du cancer. Ok, d'accord. Dites-nous un peu plus sur le type. Il y a combien de types exactement de myomes utérins et lequel de ces types est le plus dangereux? Oui, il y a plusieurs types, il y a essentiellement 3. Et pour mieux comprendre ça, il faut savoir qu'au niveau de l'utérus, qui est un organe génital interne, il y a 3 différentes couches. Il y a une couche externe, qu'on appelle le périométrium, c'est une séreuse. Une couche moyenne au milieu, qui est musculaire, qu'on appelle le myomètre, et une couche interne, qui est qu'on appelle l'endomètre. Et les myomes se développent essentiellement dans la couche moyenne, au niveau du muscle. Seulement qu'il y a certains myomes qui se développent en regardant un peu plus la couche externe. On parle du premier type, qui est les fibromes ou les myomes sous-séreux, parce qu'ils sont plus attachés à la couche externe. Et il y a un deuxième type, qui est les myomes intramurales se développent vraiment essentiellement au niveau de la couche de la paroi musculaire. Et ce sont même les types qui sont les plus fréquents. Et puis il y a un troisième qui est le type sous-muqueux, qui lui est plus en regard de l'endomètre. Est-ce que, je ne sais pas docteur, c'est vous l'expert, hein, vous allez nous parler de manière pédagogique, hein, parce que nous sommes une télévision éducative. Oui. Quelles sont les causes et le facteur de risque de cette maladie? Bon, jusqu'à aujourd'hui, les causes du myome ne sont pas exactement définies. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause les myomes. Mais comme vous avez dit, il y a des facteurs des risques ou des facteurs favorisants qui font qu'une femme peut être prédisposée à faire des myomes. Il y a premièrement les facteurs hormonaux, c'est-à-dire parce que l'utérus fonctionne, son fonctionnement est basé sur les hormones féminines, c'est-à-dire les oestrogènes et la progestérone. Alors lorsque ces hormones sont perturbées, la femme est prédisposée à développer des myomes. Ça, c'est un facteur. En dehors de ça, il y a les facteurs génétiques. Les femmes qui sont issues de familles où les parents ont développé des myomes, ils peuvent en avoir. En dehors de ça, il y a d'autres facteurs métaboliques, comme le diabète sucré et d'autres maladies. Non, mais quand même, on va ramener les questions qui se posent à la cité, docteur Valérie. Est-ce que le fait de rester pendant longtemps, sans pour autant avoir de rapport sexuel ou sans pour autant concevoir, ça peut aussi causer le myome? Oui, parmi les facteurs favorisants,
il y a ce qu'on appelle la nulliparité prolongée, c'est-à-dire les femmes qui dépassent un certain âge, au-delà de la trentaine, sans concevoir, elles sont prédisposées à faire les myomes. Mais ce n'est pas toutes les femmes, hein, c'est une prédisposition. Dans ce genre de cas, on peut rencontrer cela. Et quels sont les symptômes possibles? Les symptômes possibles et les plus fréquents liés au myome? Bon, déjà, il faudrait signifier que ce n'est pas tous les myomes qui sont symptomatiques. Oui. Il y a des femmes qui ont des myomes, mais... sans pour autant savoir. Sans pour autant savoir, asymptomatiques. Ça existe. Parce que c'est en fonction de la localisation. Mais dans les cas de symptômes, on peut avoir des saignements abondants, des femmes qui ont des menstruations avec des saignements de grande quantité, ou d'autres femmes même qui ont des saignements en dehors de menstruation, ce qu'on appelle le métrorragie. On peut rencontrer cela aussi. Il y a des douleurs pelviennes pendant les cycles, il y a des sensations d'épesanteur, donc la femme sent comme si elle a un poids au niveau du bas-ventre. Et il y a également ces signes-là, et voilà un peu quelques signes que nous pouvons évoquer. Et comment diagnostiquer le myome? Parce que vous avez dit que certaines femmes ne ressentent rien, c'est asymptomatique, mais il y a d'autres quand même qui présentent des signes. Et comment diagnostiquer exactement le myome? Le diagnostic du myome, c'est fait à l'hôpital normalement parce que, comme j'ai dit, les symptômes qu'on a évoqués peuvent faire penser à d'autres maladies. Hein. Donc, dans le cas, par exemple, de l'endométriose, on peut avoir des symptômes similaires. D'où les myomes demandent à ce que la femme puisse être consultée par un professionnel de santé. Donc, il y a l'examen clinique à faire. Mais à côté de cela, il y a le paraclinique, l'imagerie médicale. Essentiellement l'échographie qui permettra de localiser et de déterminer le myome. Il y a quand même un examen couramment utilisé. C'est quoi l'examen pour détecter le myome? C'est plus l'échographie pelvienne. C'est ce qui permet de détecter. Mais dans certains cas, quand il y a doute, on peut recourir à d'autres examens comme l'IRM. Est-ce qu'il y a quand même possibilité de stopper le myome définitivement? Il y a quand même une possibilité? Oui, il y a possibilité. Bien sûr, ça dépend d'un cas à un autre. Mais le traitement radical, c'est la chirurgie. La chirurgie. Oui. Et si on parlait de la myomectomie, hein, je pense que j'ai bien prononcé. Oui, effectivement. C'est quoi exactement la différence entre la myomectomie et la hystérectomie? Il y a deux mots qui me compliquent là. D'accord. Déjà, il faudrait comprendre qu'en médecine, le suffixe ectomie fait référence à l'ablation, c'est-à-dire le fait d'enlever. Quand on parle par exemple de appendicectomie, c'est le fait d'enlever l'appendice qui s'est inflammé. Et myomectomie, c'est le fait d'enlever le myome. Le myome. Voilà. Mais seulement que dans certains cas, lorsqu'il y a un très grand nombre de myomes et qu'il est assez éparpillé, on ne fait plus la myomectomie, mais on fait l'hystérectomie. Je pense que c'est ce que vous voulez dire. Ça consiste, parce que l'hystéro fait référence à l'utérus. Ça consiste au fait d'enlever l'utérus. Ça peut être partiellement ou totalement pour soulager. Et là, c'est pourquoi exactement? Pour stopper le myome? Oui, c'est pour stopper définitivement. Chez les femmes qui ont vraiment un utérus complètement envahi par les myomes, et surtout si c'est une femme qui a déjà eu des enfants et n'a plus de désir de conception, dans ce genre de cas, on peut préconiser une hystérectomie totale. D'accord, là, vous n'aurez plus de problème. Vous n'aurez plus de problème, mais vous n'aurez plus aussi d'enfants. d'enfants. Je suppose, docteur, que vous avez déjà eu des enfants. Oui, c'est ce que je dis, le désir de conception, parce que dans la prise en charge, on tient compte de l'âge de la patiente, du désir de conception, du fait qu'elle a déjà eu ou pas d'enfants, pour déterminer le type de traitement. Ok, docteur. Et puisque nous sommes en train de parler aussi de l'accompagnement, quels sont les objectifs à atteindre ou encore comment accompagner les femmes qui ont été diagnostiquées d'un myome ou de plusieurs myomes? Déjà, le premier élément, c'est l'information. Elles doivent accéder à l'information. Beaucoup de femmes entendent parler du myome, mais ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Lorsqu'on leur dit que vous êtes atteint du myome, certains paniquent, certains pensent qu'elles vont mourir, elles pensent que c'est la fin de choses. Alors, le premier élément, c'est d'abord l'accès à l'information. Expliquer à ces femmes de quoi il s'agit exactement, leur montrer quels sont les types de traitements qui sont mis en charge, comment on peut leur prendre en charge. Et à cela, avoir un accompagnement psychologique, leur faire comprendre que ce n'est pas une fatalité. Justement. Il y a des femmes qui ont eu ce problème-là, qui ont été soignées et qui ont continué à vivre. Donc l'accompagnement va aller dans ce sens-là. Quand vous avez parlé de la sensibilisation, de l'information, je voulais dire, est-ce que c'est
important de pouvoir sensibiliser justement ces femmes pour qu'ils puissent mieux savoir ce que c'est exactement. C'est très important, c'est très important pour les femmes qui en souffrent, mais même celles qui n'en souffrent pas. Parce que comme on l'a dit, il y a des cas de myome, mais qui sont asymptomatiques. Donc c'est important que la femme puisse savoir c'est quoi un myome, quelles sont ses conséquences et comment est-ce qu'on peut faire pour diagnostiquer cela. Et selon vous, puisque vous êtes médecin, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment important de pouvoir se dépister régulièrement pour mieux vivre avec le myome, pour ceux qui en souffrent bien sûr? Peut-être pas un dépistage systématique, mais en fonction des cas. Dans les facteurs prédisposants, par exemple, il y a de ces femmes qui, comme je l'ai dit, quand elles sont issues de familles où il y a des parents qui ont souffert de cela, à un certain âge, il faut penser au dépistage. Un autre élément, chez les femmes qui ont eu des ménages précoces, c'est-à-dire les premières règles sont apparues précocement, avant l'âge de 10 ans, 8, 9 ans déjà, elles sont aussi pour la plupart prédisposées à cela. Dans certaines, en fonction des catégories, on peut encourager certaines femmes à faire ce diagnostic-là, ce dépistage-là. Dites-nous un peu, docteur, est-ce que c'est possible de concevoir avec le myome? Oui, c'est possible. Oui, mais et si cela est possible, il n'y aura pas de problème pour étouffement, tout ça, parce qu'on en a entendu parler, hein, que si une femme a les myomes et elle est enceinte, ça peut étouffer l'enfant, l'enfant naîtra avec des malformations. Oui, comme je dis, lorsqu'on a parlé de type, j'ai fait comprendre que les types étaient en fonction de la localisation. C'est-à-dire, lorsque c'est un type, le type se localise au niveau de la séreuse, c'est-à-dire la couche externe, et la couche moyenne, il n'y a pas trop de problème. Parce que l'enfant, l'œuf fécondé, se développe dans la couche interne, qu'on appelle l'endomètre. Alors, lorsque le myome est en dehors de cette couche-là, il n'y a pas trop de problème. Ce qui fait que les deux premiers types ne sont pas très compliqués. Mais lorsque les myomes sont sous-muqueux ou intra-cavitaires, c'est-à-dire au niveau de l'endomètre, là, c'est un réel problème parce que ça va déranger le développement du fœtus. Est-ce que ces myomes utérins peuvent provoquer aussi l'infertilité? Oui, justement, parce que lorsqu'ils prennent, par exemple, la place de l'œuf fécondé, l'œuf ne sait plus s'implanter. D'où il y a certaines femmes qui, lorsqu'ils ont ce type de myome-là, elles peuvent être sujettes à des fausses couches, elles peuvent être sujettes à des avortements précoces parce que les conditions ne sont plus réunies pour que la grossesse se développe normalement. Là, c'est mieux de passer à la chirurgie pour dans ce genre de cas, on peut préconiser ou encore concevoir très facilement. Et aussi, en cas de ces myomes, en tout cas, on a parlé de la nécessité de l'opération parce que c'est important, hein, docteur, parce que si comme vous aviez dit, vous avez le myome prenne la place où l'enfant doit être normalement. Ça devient difficile pour vous. Mais quelles sont les mesures préventives que les femmes peuvent appliquer ou encore développer pour éviter justement ces myomes dont on a parlé ici? D'accord. Avant de parler de mesures, j'aimerais quand même préciser que ce ne sont pas tous les myomes qui sont opérables ou qui nécessitent une opération. Donc, comme je dis, en fonction de type, on va voir. Et en fonction de la situation de la femme, dans certains cas, on n'est pas obligé d'opérer, on peut juste suivre la femme. C'est pourquoi on a parlé de l'accompagnement, parce qu'elle doit voir régulièrement le spécialiste pour pouvoir le suivre. Effectivement, effectivement. Et parlant de la prévention, comme on a dit, certes, on ne connaît pas encore l'origine, mais il y a des facteurs prédisposants. Et en dehors de la génétique, il y a un facteur sur lequel j'aimerais bien insister, c'est le facteur hormonal. Parce que l'utérus se développe et fonctionne en fonction des hormones féminines. Seulement qu'aujourd'hui, avec les habitudes de la mondialisation, les femmes s'exposent beaucoup à ce qu'on appelle des perturbateurs hormonaux. C'est-à-dire que ce sont des substances que nous avons dans l'alimentation, dans les produits de beauté surtout, les produits de soins, qui, en contact avec le corps de la femme, perturbent le fonctionnement normal des hormones. Et cela crée un déséquilibre qui peut engendrer cela. Je peux donner un exemple simple. Aujourd'hui, les femmes ont souvent l'habitude d'utiliser des antitranspirants. Comme le nom l'indique, antitranspirants. Ils s'opposent à la transpiration. Pour arrêter. Pour arrêter la transpiration. Or, la transpiration, c'est un phénomène physiologique. Il a pour rôle d'équilibrer la température du corps. En fonction des informations que le cerveau a avec le milieu externe, il active les glandes sudoripare au niveau de la peau et transpire. Lorsque vous appliquez l'antitranspirant, vous êtes en train de contrecarrer l'action de la physiologie normale de l'organisme. Et ça peut créer comme ça une perturbation au niveau du fonctionnement et créer des problèmes.
Autre chose, les produits, par exemple, pour les bains intimes. Beaucoup de femmes utilisent des produits pour les bains intimes sans chercher à se renseigner de quoi il est fait ce produit-là. Or, dans la physiologie de la femme, la cavité vaginale a certaines exigences. Il a un pH qu'il doit respecter, il a une température qu'il doit respecter. Et ces produits-là, lorsqu'ils viennent et perturbent cet environnement-là, ça fait que la femme est exposée comme ça à autre chose. Aux infections, par exemple. Aux infections, mais surtout à la perturbation de l'équilibre hormonal qui peut être sujette à la formation des myomes. Vous avez parlé ici de l'alimentation, docteur. J'allais en venir là pour poser la question justement si l'alimentation, c'est aussi un facteur favorisant des myomes. Oui, c'est un facteur très favorisant. Pourquoi? Parce que déjà l'alimentation joue dans la plupart des maladies qui sont très courantes aujourd'hui. Les aliments que nous mangeons influencent beaucoup sur la santé. Et toujours un peu en rapport avec la modernisation, la plupart des aliments aujourd'hui que nous mangeons, ceux qui sont très transformés, les fast-foods, ainsi de suite, pour la conservation, même pour l'aromatisation, il y a certains produits qui sont utilisés qui peuvent aussi jouer le rôle des perturbateurs, qui peuvent aussi déséquilibrer en fait, le corps de la femme. Aujourd'hui, par exemple, avec nos aliments comme les vivres frais, par exemple, on utilise des pesticides comme le formol pour permettre la conservation. Or, ces formols-là, à la longue aussi, perturbent l'équilibre hormonal. Et ça peut être aussi la cause de ce genre de problème. Et pour les femmes qui en souffrent, déjà, on voit aussi un gonflement de ventre, docteur. Et c'est quoi exactement? C'est seulement parce que le myome ont pris beaucoup de volume ou quoi? Oui, parce que la taille varie en tout cas déjà de la localisation. Surtout les myomes qui se développent au niveau vraiment de la paroi musculaire, les myomes intramurales. Vu que c'est au niveau de la paroi musculaire de l'utérus, lorsqu'ils prennent du volume, ils gonflent vraiment, et lorsque vous voyez, c'est visible, c'est même pas palpable. Et c'est ce qui fait ce genre de problème-là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui en souffrent, de pouvoir veiller sur leur alimentation ou à leur vie quotidienne, si je peux le dire? C'est important. Dans les mesures préventives, il y a, comme je dis, les facteurs hormonaux là, mais il y a également l'alimentation. Faire attention à ce qu'on mange. Pas des histoires trop gras, trop sucrées, parce que le diabète et autres aussi favorisent, mais faire attention à, comme j'ai dit, au type d'aliments que nous mangeons. Aujourd'hui, on est trop fast-food, trop alimentation et tout, alors que ce n'est pas tout ce qu'il y a dedans qui sont bons pour la santé. Donc, veiller sur ça, mais veiller aussi sur son hygiène de vie. Un peu de l'activité sportive, ne pas toujours être sédentaire, ça peut aider pour éviter ces genres de problèmes. Vous êtes chrétien, docteur Valéry? Oui, je suis chrétien. Vous croyez en Dieu quand même? Bien sûr. Est-ce que vous croyez au miracle? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que même si je suis malade, là je ne parle pas seulement de myome, je suis malade, je sais que Dieu va me guérir. Est-ce qu'avec le myome, ça peut disparaître comme ça? Ou il faut forcément passer à la chirurgie ou encore prendre de produits? Bon, notre Dieu, il est souverain. C'est-à-dire, il peut passer par un miracle, tout comme son miracle peut passer par un médecin et par l'hôpital. Donc moi, je conseillerais à une femme qui a été diagnostiquée ayant le myome de continuer à prier, ça c'est important, mais de suivre également les recommandations médicales, parce que c'est le Seigneur qui donne l'intelligence aux médecins que nous sommes. Ça ne vient pas d'ailleurs. Donc le Seigneur peut passer par nous, par un traitement médical, par un traitement chirurgical, ou encore par un miracle de la prière. Dites-moi un peu, docteur, il y a aussi des produits que le médecin prescrit pour évacuer, parce que si c'est encore des petits noyaux, en ce que je sache, c'est encore des petits noyaux, est-ce que le médecin peut quand même donner des produits qui peuvent justement évacuer ces noyaux-là et la patiente peut retrouver son état? Dans les traitements, il y a le traitement médicamenteux et les traitements chirurgicaux. Les traitements médicamenteux, pour la plupart, sont des traitements symptomatiques, c'est-à-dire ils visent à limiter les symptômes. C'est-à-dire la douleur, les saignements, peut-être les conséquences de l'anémie, ainsi de suite. Et pour les cas, comme vous avez dit, des myomes qui sont de petite taille, généralement, on ne passe pas par l'opération parce que, vu que c'est une tumeur bénigne, certaines se résorbent par elles-mêmes. Donc le traitement, c'est plus médicamenteux, c'est plus symptomatique.
Est-ce que le fait de voir ces périodes, ces règles tout le mois peuvent aider aussi la patiente à retrouver son état initial, à évacuer ses myomes, allais-je dire? Si ce sont des petits myomes, c'est-à-dire moins de 5 cm et tout, en tout cas à la longue ça peut partir. Et lorsqu'ils sont très volumineux et très abondants... Sans pour autant prendre le médicament? Oui, si ce sont des petits myomes, en tout cas, on a vu des cas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque ce sont des petits myomes, on n'opère pas. Oui. On va suivre la femme, on va lui demander de faire des échographies après 6 mois, après 1 année, pour voir l'évolution. Mais entre-temps, on la suit. Et vous, en tant que corps médical, dans votre centre, par exemple, ou partout où vous passez, vous faites la sensibilisation pour que les femmes puissent mieux comprendre comment diagnostiquer ou encore être accompagnées avec le myome utérin? Je pense déjà que le fait que nous sommes ici sur ce plateau, c'est une manière de sensibiliser. Justement. Et bien sûr, même dans les écoles, dans les églises, nous avons des programmes comme ça où nous passons pour sensibiliser parce que l'information est très importante et ça permet de prendre des très bonnes dispositions. Parce que, docteur, la sensibilisation, ce n'est pas seulement à l'hôpital, hein, ce n'est pas seulement dans des chaînes de télévision comme chez nous, ici à Éduc TV, aussi dans des églises. Si vous recevez par exemple des gens ou encore des malades chez vous, est-ce que vous donnez aussi conseil de pouvoir parler à la jeunesse? Ici je vois la jeunesse parce que ce n'est pas seulement les personnes âgées ou encore les femmes âgées qui sont atteintes de cette maladie, même le jeune. Est-ce que vous vous sensibilisez pour qu'ils puissent avoir l'information autour de cette maladie? Oui, nous prenons cette peine-là, c'est vraiment important parce que nous sommes dans le domaine de sensibilisation déjà. Et nous insistons sur ces facteurs-là, afin que dans les églises, les milieux éducatifs, vraiment qu'on puisse prendre la peine d'informer les jeunes et les vieux d'ailleurs. D'accord. Et s'il faut donner conseil, en tout cas, quel conseil donneriez-vous aux femmes atteintes de myome et à celles-là qui ne sont pas atteintes de cette maladie? À celles qui sont atteintes de myome, je vais commencer par leur dire que ce n'est pas une fatalité. C'est une maladie. C'est vrai qu'en fonction de cas, de type de myome, les traitements peuvent varier, mais elles n'ont pas à penser que c'est la fin du monde. Elles n'ont pas à se dire que voilà, pour moi c'est fini, je veux mourir. Non. Qu'elles prennent la peine d'être suivies médicalement et nous croyons qu'avec Dieu, ils peuvent arriver à être guéris. Et pour celles qui ne sont pas encore atteintes ou qui n'ont pas le myome, de prendre des dispositions. Comme j'ai dit, veiller sur son alimentation, éviter les facteurs prédisposants, éviter de s'exposer aux perturbateurs hormonaux. Et quand vous dites ça, il y a un élément qui me vient à l'esprit. Même certains usages aujourd'hui que les femmes mettent, les extensions, c'est-à-dire des cils, des ongles, des cheveux. Des fois, certains produits qu'on utilise pour faire ces choses-là ont des effets comme ça qui perturbent les hormones. Pour la beauté. Alors faites très attention avec ça parce que lorsqu'on s'expose trop à cela, ce n'est pas une bonne chose. Vraiment, il faudrait limiter ces genres de produits. Et s'il faut les appliquer, s'assurer de le faire dans des endroits où les personnes les font selon les normes. Ne pas chercher des personnes qui les font sans règles d'hygiène et tout, parce que ça peut créer comme cela des problèmes. Donc veillez sur sa personne, son alimentation, son mode de vie et sa manière de vivre. Est-ce que les méthodes contraceptives que les femmes utilisent peuvent aussi causer le myome? Oui, ça peut causer. Parmi les facteurs, il y a les traitements hormonaux qui, parce que comme je dis, vu que ça joue sur les hormones, ça peut influencer. D'où il est même recommandé qu'avant l'usage des mesures de planification, par exemple, ou bien d'abstinence et tout, il faut toujours consulter un médecin. Il ne faudrait pas avoir l'habitude de prendre des choses qu'on a entendues ça et là, sans avoir les bonnes informations et commencer à les appliquer. Ce sont des fois des risques. En tout cas, docteur, merci beaucoup. Nous allons chuter parce que on n'a pas assez de temps, mais je sais que vous reviendrez. Et si vous avez du temps, bien sûr, la porte de la RT Éduc reste ouverte à vous. On a bien saisi, même les téléspectateurs ont saisi, comprendre, diagnostiquer et accompagner le myome parce que beaucoup de femmes sont touchées psychologiquement, comme vous l'aviez dit, et elles sont suivies pour pouvoir justement remonter le moral, pour dire que non, c'est pas une fatalité, c'est pas que je veux mourir avec cette maladie.
vous allez vivre avec, on va vous soigner, on va vous traiter, et vous allez vous retrouver finalement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'était un bonheur de partager ces moments avec vous. Je vous remercie. Aussi, merci à toute l'équipe technique pour le bon déroulement de ces magazines. À vous, fidèles téléspectateurs, merci de votre réelle attention et à très bientôt.